Bien, donc le sujet du jour, on va un peu discuter, enfin je vais un peu présenter l'ensemble des fonctionnalités qu'on peut retrouver et des propriétés particulières qu'on va avoir sur les cellules dans MicroStation qu'on compare régulièrement à la notion de bloc dans AutoCAD. Mais les cellules de MicroStation, effectivement, sont assez riches et permettent des choses que AutoCAD ne permet pas nécessairement. Euh, je connais assez mal AutoCAD, donc je vais pas ici critiquer AutoCAD. C'est un logiciel qui a toute mon estime malgré tout. Bien. Euh, on va essayer d'être concis, donc je vais effectivement parler des cellules, on va avoir toute une série de choses sur les cellules. Je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails pour ne pas passer l'entièreté de l'après-midi à vous expliquer ce que sont les cellules, mais à vous donner quand même une information suffisante que pour mieux appréhender ce que sont les cellules dans MicroStation. Donc, dans MicroStation, on a deux grands types de cellules. On a les cellules dites normales, que l'on appelle aussi les cellules de bibliothèque, qui peuvent être en trois modes, déclinés en trois modes différents. Un mode graphique, un mode point et un mode paramétrique. Le mode paramétrique, on va le laisser un peu de côté pour cette fois-ci. Ce sera le sujet de la présentation du mois de décembre, le 19 décembre. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à vous inscrire. Et de toute façon, la présentation sera disponible a posteriori de toute façon. Euh, un autre type de cellules, ce sont les cellules partagées, qui sont plutôt les cellules à la mode AutoCAD, on va dire. Dans AutoCAD, on a ce qu'on appelle des blocs partagés, des shared blocks. Euh, la cellule partagée, c'est l'équivalent de ces shared blocks d'AutoCAD. Donc maintenant, on va voir un petit peu les différences qu'on peut avoir au sein des cellules et comment tout ça fonctionne. Donc les cellules normales, c'est-à-dire les cellules qui sont définies dans des Un, deux, un, deux. bibliothèques de cellules. Oui, allô? Il y a un problème? J'entendais quelqu'un qui disait un, deux, non, d'accord. Bon, je vais poursuivre. Donc, les cellules dites normales, les cellules de bibliothèque. Bien, en fait, les bibliothèques, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un fichier avec l'extension .cel. Euh, Malgré tout, ce sont des fichiers DGN tout à fait normaux. D'accord? Le point .cel, c'est juste d'un point de vue conventionnel. Dans MicroStation, on a toujours appelé les bibliothèques de cellules .cel. Dans les versions 8 et suivantes, donc depuis 23 ans maintenant, les bibliothèques .cel sont également des fichiers .dgn. Enfin, ce sont des fichiers DGN, pas .dgn, ce sont des fichiers DGN. Ce n'était pas le cas dans les versions antérieures à la version 8, donc mais ça fait longtemps et voilà, c'est pour ça que l'extension est particulière. Euh, Ceci dit, c'est toujours intéressant de les appeler .cel parce que ça permet de les distinguer d'un fichier DGN de travail, quoi. Alors, chaque cellule, dans un fichier .cel, chaque cellule est décrite dans un modèle. D'accord? Donc, puisque c'est un fichier DGN permet d'avoir autant de modèles que l'on souhaite, eh bien, une librairie de cellules permet d'exploiter cette caractéristique. Et donc, dans chacun des modèles, on va retrouver une cellule. Le nom du modèle est égal au nom de la cellule. Le 00 du modèle est égal au point d'origine de la cellule. Et tous les éléments qui sont contenus dans le modèle, bien, c'est le graphisme de la cellule. Donc, c'est relativement simple. Finalement, le concept est relativement simple. Alors, euh, une bibliothèque peut contenir des cellules normales suivant les divers types dont j'ai déjà parlé précédemment, c'est-à-dire qu'elles peuvent être graphiques, points, paramétriques, mais elles peuvent être également 2D ou 3D. Donc dans un fichier DGN ou dans un fichier .cel, on peut avoir des modèles qui sont indistinctement 2D ou 3D. Donc on peut mélanger du 2D, de la 3D dans un même fichier. C'est isolé dans des modèles différents.
les cellules normales, en fait, on va les avoir, comme je l'ai dit, de trois types différents, graphiques, points, paramétriques. On va un peu voir les différentes notions que l'on va rencontrer sur ces différents types de cellules. Donc, ça, je vais prendre microstation, que je le retrouve. Voilà. Ici, j'ai des cellules sur les trois modes dont j'ai parlé précédemment. Donc, on a une cellule graphique. Alors, l'intérêt d'une cellule graphique, c'est qu'elle va conserver le graphisme avec laquelle elle a été définie, donc la symbologie. Donc, ici, on voit qu'on a une cellule multicolore. C'est une propriété purement des cellules graphiques. D'accord? Euh, les cellules points, par contre, elles vont être plutôt destinées à représenter une position. Donc, généralement, ce sont des cellules qui sont beaucoup plus simples que les cellules graphiques. Elles vont avoir également quelques caractéristiques particulières, notamment, elles ne pivoteront pas en même temps que la vue. Donc, si on fait une rotation de vue ici, par deux points, voilà, ici, on voit que les cellules points sont restées horizontales, tandis que les autres cellules ont été pivotées. D'accord? Donc ça, c'est une caractéristique des cellules points. Le troisième type qu'on ne va pas aborder de manière très profonde, cette fois-ci, on va juste les évoquer, ce sont les cellules paramétriques. Donc en fait, ici, on voit que on a une cellule qui a été placée ici et une cellule qui a été placée ici. En fait, la largeur de mur est la même, mais la largeur de la porte n'est pas la même. Et donc, en fait, ça, c'est une caractéristique des cellules paramétriques. On va pouvoir les utiliser et utiliser ce qu'on appelle des variations. Et donc ici, voilà, j'ai une variation largeur 73. Je peux la changer et lui dire 83. Et donc, automatiquement, ma cellule va être adaptée pour ce qu'il faut. Donc la largeur du mur, l'épaisseur du mur n'a pas changé, mais par contre la largeur de la baie, elle, a changé, et ainsi que l'ouverture 2D. D'accord? Mais ça, ce sera pour le mois prochain, les joyeusetés de décembre. Euh, voilà, donc ça brosse un petit peu le tableau sur ce que sont les cellules normales, graphiques, points paramétriques. Alors, dans MicroStation, on va avoir toute une série d'outils qui vont concerner les cellules. Alors, il y en a ici, celui-ci, pardon, celui-ci et celui-ci, ce sont les mêmes outils, mais on va les trouver à des endroits différents. Donc ça se trouve dans l'outil Annoter. Ça se trouve dans l'onglet Accueil, dans l'onglet Annoter. Euh, on va démarrer le même outil, placer la cellule active. Donc voilà, c'est deux endroits où on va trouver le même outil. On va avoir des fonctions qui vont permettre de remplacer les cellules, donc pour faire soit une mise à jour, soit un remplacement. Donc mise à jour, on a une cellule A qui a été placée, mais sa définition a évolué. Eh bien, ça va permettre de resynchroniser les cellules placées avec la nouvelle définition. On pourrait éventuellement changer et pas mettre à jour, mais remplacer. Et donc, qu'est-ce que ça ferait? Eh bien, la cellule A pourrait être remplacée par la cellule B, par exemple. Voilà, tout simplement. Alors, il y a un outil que j'évoque ici, mais que moi je n'aime pas. C'est le sélecteur de cellules. Je trouve qu'il est vieillot, il est pas, enfin, il est pas très agréable à utiliser. Il n'y a pas de filtre, enfin, c'est compliqué de l'utiliser. Moi, c'est vraiment un outil que je n'aime pas utiliser, donc je vais juste le mentionner et on ne va pas aller plus loin. Donc, si vous voulez jouer avec, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle sélecteur de cellules. Si vous ne savez pas où le trouver, dans MicroStation, vous pouvez utiliser l'outil de recherche et taper sélecteur et vous allez avoir accès au sélecteur de cellules ici. Et puis, vous pouvez essayer de votre côté pour voir si ça peut convenir pour votre utilisation ou pas. Bien. Les cellules, l'intérêt, c'est de pouvoir les placer. Donc, on va pouvoir placer soit des cellules dites normales, soit on va pouvoir placer des cellules que l'on va dire partagées. Alors, de toute façon, une cellule partagée, c'est une cellule normale, mais on va simplement activer une petite case
qui va dire qu'on va la placer en cellule partagée. Alors, je vais expliquer aussi ce qu'est la différence fondamentale entre les deux types de cellules. Une cellule normale, en fait, on va avoir effectivement une définition, une description graphique de la cellule dans un modèle qui se trouve dans un fichier .cell. Pour la cellule partagée, ce sera exactement la même chose. Enfin, au départ, ce sera exactement la même chose. La description de la cellule avant qu'elle ne devienne partagée, c'est une cellule normale, donc c'est dans un modèle, dans un fichier .cell également. Alors, quand on va placer une cellule normale, si on a une cellule qui est constituée d'un carré avec un petit cercle à l'intérieur, qui représente un trapillon, par exemple, eh bien, au moment de du placement de la cellule en mode cellule normale, eh bien, il va placer la cellule en insérant le carré et le cercle relativement à la position. On va la placer une seconde fois, il va placer un autre carré et un autre cercle. Donc, il va recopier la définition graphique de la cellule. On va voir que ça a des intérêts. La cellule partagée, par contre, le terme est un petit peu inexact, on va dire. Moi, je dirais plutôt que c'est une cellule à définition partagée. En fait, lors du premier placement d'une cellule en activant placée en tant que cellule partagée, MicroStation va dans une zone non visible par l'utilisateur stocker la définition graphique de la cellule. Et puis quand on va placer la cellule, quand on va instancier la cellule partagée, eh bien il va faire référence à cette définition graphique. Donc dans certains cas, ça peut être utile. Dans AutoCAD, il n'y a que ce mode de fonctionnement. D'accord ? Alors, placer une cellule, eh bien, c'est pas simplement placer le graphique. On va pouvoir placer ce graphique, oui, bien sûr, mais on va pouvoir l'orienter, par exemple, lui donner un angle. On va pouvoir lui donner une échelle, éventuellement anamorphoser l'échelle X et Y, donc avoir une échelle différente pour X et Y. On va pouvoir, comme je l'ai dit précédemment, la placer en tant que cellule partagée. On va pouvoir la placer en taille réelle. Alors, cette case à cocher taille réelle est souvent un peu compliquée à comprendre. En fait, on va on va faire, en cliquant sur taille réelle, c'est l'option par défaut, on va faire une mise en correspondance des unités dans lesquelles la cellule a été définie, donc du fichier .cell, et le système d'unités courant actuellement utilisé. Donc, ça peut être utile. Relative, ça, je vais le laisser de côté. Laissez-le décocher. Retenez que quand vous allez créer une cellule, on va la créer sur le niveau par défaut. D'accord? Et cette case, vous allez la laisser en relative décochée. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on aura encore comme possibilité? On va pouvoir placer des cellules en utilisant le mode symétrie. Donc, symétrie, ça permettrait, je me trompe de touche, dans le cas de cette cellule paramétrique qui est une ouverture de porte, eh bien, on pourrait l'avoir en ouverture gauche-droite simplement en changeant l'ouverture, la symétrie. D'accord? Ou bien ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur simplement en changeant la symétrie. Okay. Revenons à notre écran. Voilà. Celui qui me semble intéressant aussi, c'est l'onglet, c'est la case association qui permet de placer une cellule sur une ligne, par exemple, sur un sommet de ligne, et de conserver l'association. Donc, si on modifie la position du sommet de la ligne, on modifie également la position du point qui décrit ce sommet. Okay. Bien. Avant de pouvoir placer une cellule, il faut avoir une librairie. Pour pouvoir avoir une librairie, il faut la créer. Et donc, pour ça, simplement, à partir de l'outil bibliothèque de cellules, on va simplement faire fichier nouveau. On va avoir cet écran et il va nous proposer de créer la librairie dans un répertoire
particulier, un répertoire que l'on va pouvoir configurer. D'accord? La configuration de microstation, peut-être que je ferai un petit webinaire pour donner les bases de la configuration microstation. Je crois que ça peut intéresser pas mal de monde. Ici, je vais donner quelques clés pour pouvoir gérer cette configuration, améliorer la configuration de base de microstation 2023. Donc, ben voilà, justement, c'est les sujets qui nous intéressent ici. Le sujet qui nous intéresse, c'est les variables de configuration qui sont relatives aux bibliothèques de cellules. Donc, effectivement, on a trois bibliothèques trois variables, pardon, qui sont intéressantes pour la gestion des bibliothèques de cellules. Il y a notamment la variable, c'est la dernière, je les ai mises dans l'ordre alphabétique, c'était peut-être pas le bon ordre, MS-Cell-Out, en fait, qui indique le répertoire dans lequel. Alors, si on revient à l'écran précédent, bien, ce chemin dans lequel on va créer la bibliothèque est issu de cette variable MS-Cell-Out. Donc, c'est quelque chose que l'on peut rechanger par la suite si on le souhaite. MS-Cell-List, c'est aussi une variable extrêmement intéressante parce qu'elle va lister, son nom l'indique bien, lister l'ensemble des répertoires où peuvent se trouver les fichiers étoile.cell. D'accord? Et donc, bon, je vais simplement aller faire un petit tour dans MicroStation et on va voir dans la configuration, donc ici, configuration, variable de configuration. On va faire un petit filtrage sur les cells. Et donc, on va avoir effectivement les trois variables que j'ai énumérées ici. Il y en a d'autres, mais on va les passer sous silence pour l'instant. Donc, on va avoir cette fameuse variable MSCList. Et dans MSCList, eh bien, on va voir que on va lister toutes les bibliothèques qui se trouvent dans les standards du workspace, dans tous les standards du worksite. Donc, pour les workspace, worksite, je vous invite à revoir le webinaire que j'ai fait précédemment sur le sujet. On va voir également ce répertoire qui n'est autre en fait que celui qui provient de MS-Cell-Out ici. Donc, on va avoir le étoile.cell qui a été ajouté également. Alors, quand on sera en mesure de placer une cellule, on va se retrouver ici dans la bibliothèque de cellules, si je vais fermer ça. Et là, dans Fichiers, on va lister un ensemble de fichiers étoile.cell. Eh bien, ce sont tous les fichiers étoile.cell qui ont été trouvés au travers de la variable MS-Cell-List. D'accord? Et on a également un outil ici qui va nous permettre d'afficher toutes les cellules qui se trouvent dans tous les fichiers qui se trouvent dans la variable MS-Cell-List. Donc ici, on va se retrouver en cliquant ici avec une quantité assez impressionnante de cellules. Moi, j'ai repris des bibliothèques de cellules que j'avais sur mon disque, je les ai mises ensemble. Donc voilà, c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Il faut travailler de manière un peu plus précise, mais on va retrouver toutes nos cellules dans notre écran ici et pouvoir lister tous les éléments qui nous intéressent. Bien, petit détail au niveau de MicroStation 2023, je pense que c'était pas comme ça avant, je pense qu'ils ont fait une petite boulette. En fait, le répertoire MS-Cell-Out n'est pas listé dans MS-Cell-List. Bon, c'est un petit. Donc, ça veut dire simplement quoi? Ça veut dire que quand on va créer une bibliothèque de cellules, qu'on va ajouter des cellules dedans, ben, ces cellules ne seront pas systématiquement accessibles. Il faudra faire une manipulation pour les rendre accessibles. Donc, moi, je propose de faire encore autrement, c'est d'aller modifier la configuration de MicroStation. Et donc, on va simplement aller éditer le fichier standard.cfg qui se trouve dans ce répertoire. Voilà, par défaut, hein, si vous avez une configuration spécifique, il peut se trouver à un autre endroit. Et on va aller ajouter MS-Cell-Out
comme source pour les bibliothèques .cel. Alors pour ça, ben, simplement, on va aller dans le répertoire qui va bien, c'est-à-dire sur C, comme je l'ai indiqué, Programme Data, Bentley, MicroStation 2023, configuration, je vais vite parce que voilà, organisation, et on a ce fichier standard.cfg dans lequel moi j'ai été simplement ajouter MSCellList avec un petit signe plus petit que, et j'ai ajouté MSCellout étoile.cell. Alors le plus petit que, ça veut dire simplement que dans la liste des répertoires, il va venir en premier. D'accord? Et donc comme ça, nos cellules, si on crée une cellule Toto, par exemple, eh bien la cellule Toto, ma cellule Toto sera prioritaire sur une éventuelle cellule Toto qui serait déjà existante dans les autres librairies. La première qu'il trouve, il l'utilise. Voilà. Je ne veux pas m'étendre trop là-dessus parce que c'est un sujet un peu plus compliqué. Alors, à partir du moment où on a notre librairie qui est créée, on va pouvoir créer nos nouvelles cellules. Donc ici, on va utiliser la méthode traditionnelle de MicroStation. Donc on va utiliser les étapes qui vont permettre de créer cette fameuse cellule. Donc je vérifie quel modèle je dois utiliser. On va utiliser la slide 12. Voilà. Et donc, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, un trapillon qui est représenté par un carré et un cercle dedans. Rien de bien terrible. Alors maintenant, ce que je vais utiliser l'outil bibliothèque de cellules, et je vais aller créer une nouvelle bibliothèque de cellules. Donc je vais faire fichier nouveau, ou bien je vais faire attacher fichier parce que peut-être que je vais ajouter cette cellule à un fichier qui est déjà existant. Et donc, je vais venir me mettre ici, je vais redescendre, par exemple, dans le répertoire, voilà, configuration, organisation cell. Et là, j'ai architecture.cell. Moi, je vais aller mettre ma cellule dedans. Donc, on voit que architecture.cell, c'est le fichier qui est attaché. J'ai décoché ma case ici et on va se retrouver avec la liste des cellules qui sont contenues dans architecture.c. C'est un nouveau fichier, donc il n'y en a pas. Donc je vois les 0 cellules de ce fichier. Ben, maintenant, ce qu'on va faire, c'est en créer une. Donc, plusieurs étapes. Si on regarde le fichier ici, on a 1, 2, 3. Ça c'est les conditions, les 3 conditions qui sont nécessaires pour pouvoir créer une cellule. Donc, il faut qu'il y ait une bibliothèque qui a été attachée ou créée. C'est fait. On va devoir placer une origine pour désigner le point d'accroche de la cellule. Les éléments que l'on a dessinés sont peut-être n'importe où dans le fichier pour l'instant. Et on va également devoir sélectionner un ou des éléments pour la sélection de la création de la cellule. Donc, première étape, je vais aller sélectionner mon outil qui va me permettre de définir l'origine de la cellule. C'est simplement un petit marqueur, c'est le petit plus ici que je vais venir mettre ici. Voilà, j'ai été le mettre au centre de mon cercle. C'est un élément qui est purement virtuel, donc il disparaîtra quand on va quitter le fichier. Il n'y a rien de sauvé, ce n'est pas un élément qui est matérialisé. Dernière étape, on va voir que ici mon outil créer cellule est actuellement grisé. Je vais sélectionner des éléments et dès que j'aurai cette troisième condition remplie, il est actif. Et donc je vais pouvoir cliquer sur créer cellule et je vais lui donner le nom trapillon par exemple. Voilà. Et donc maintenant, ma cellule est créée. Je vais pouvoir l'utiliser pour placer de nouvelles instances. Ici, j'ai une échelle, hein, donc c'est pour ça qu'elle apparaît plus petite. Voilà, je vais pouvoir placer des nouvelles instances de ma cellule. Alors ici, je les ai mal créées. Voilà, tout simplement, j'ai maintenant une cellule papillon qui est placée ici.
le placement de la cellule et une fois qu'elle est placée, en fait, la cellule a oublié d'où elle venait, hein. Donc, on peut faire des modifications dans le fichier architecture.cell, ça n'impactera pas, sauf si on le demande, ça n'impactera pas le graphisme des cellules déjà placées. D'accord? Donc, c'est à retenir aussi, ça. Bien. Autre manière de créer une cellule normale, c'est, puisque on est, un fichier .cell est un fichier DGN, ben, il suffit d'aller dans le fichier .cell, dans ce fichier DGN, euh, et de créer un nouveau modèle. Donc ça, c'est la seconde possibilité. Donc on va créer un nouveau modèle. Ce nouveau modèle, ben, on va aller placer les éléments comme il faut pour pouvoir... donc on va créer une nouvelle cellule. Donc tout simplement, je vais aller ouvrir le fichier architecture.cell. Donc, le plus simple, c'est de venir sur la cellule ici et dire, bien, je vais l'ouvrir pour modifier. Donc, on va rentrer dans le fichier architecture.cell. Hein, donc, ça me permettrait éventuellement d'aller ajouter une information graphique sur ma cellule. Hein, donc, ici, je pourrais très bien aller placer euh, une ligne ici de là à là. Donc j'aurai, et de là à là, voilà, j'aurai maintenant un nouveau graphisme pour ma cellule. Mais on pourrait très bien aussi lui dire qu'on va aller créer une nouvelle version du trapillon. On va l'appeler trapillon 2. Hein, voilà. Je vais faire plus. On va l'appeler trapillon 2. OK. Voilà. Trapillon 2, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais aller créer tous les éléments à partir de 0. On va afficher le trièdre, comme ça c'est plus facile pour voir où est le 0, 0. Alors ce trièdre, j'ai souvent la remarque en formation, euh, quand on a ceci, on peut s'accrocher sur le trièdre. OK? Donc on va pouvoir s'accrocher pile poil à l'endroit 0, 0. On peut se retrouver aussi, vous voyez, donc c'est le 0,0. Donc le trièdre, il matérialise le 0,0, en fait, hein, l'origine du système d'axe. Si je fais ceci, on voit toujours un trièdre, mais on ne sait pas s'accrocher dessus. En fait, c'est parce que le 0,0 est hors de l'écran. Ici, il indique, d'ailleurs, le graphisme du trièdre est différent. Euh, Ici, on va avoir simplement ce trièdre qui va indiquer comment sont orientés les axes, d'accord? Et on n'aura plus le 0,0. Donc, il faut le faire revenir. Alors là, on a le 0,0 qui est accessible. On va aller placer un élément bloc. Je vais le dessiner ici sur le côté 0,5, 0,5. Voilà. Et puis, je vais aller le redéplacer euh, par le centre et je vais aller le placer ici en 0, 0. Et on va aller placer un cercle aussi avec un certain diamètre. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire dedans? Ben, on va aller redessiner la croix comme je l'avais placée tout à l'heure, euh, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est ma version Trapillon 2, on va dire. Ok. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai été désigné, créer un nouveau modèle et le nom du modèle sera le nom de la cellule. J'ai des éléments qui ont été ajoutés. Ces éléments, c'est le graphisme de la cellule et le 00, c'est le point d'accroche de placement de la cellule par défaut. OK. Donc je vais revenir maintenant à mon fichier de travail. Et maintenant, ici, je vais, vous voyez ici, j'ai été dans la librairie, je n'ai pas, il n'a pas fait la mise à jour tout de suite de ma liste de cellules, donc je ne vois que Trapillon. Trapillon 2, je ne le vois pas. Il y a un petit truc pour le faire venir, c'est d'utiliser la fonction compresser ici. Normalement, ça devrait apparaître.
Voilà, ou de recharger simplement la librairie. Et donc, on a Trapillon 2 qui apparaît maintenant et qui va me permettre, je vais le placer un peu grand par rapport à ce qu'il était avant, voilà, je vais pouvoir placer mon Trapillon avec une autre taille et un autre graphisme. Voilà. Donc ça, c'est les deux modes de création. Donc création en mode normal, donc les trois étapes, les trois conditions à respecter, ou bien édition directement du fichier .cell comme un fichier DGN tout à fait standard. Alors, dans une cellule normale, graphique ou paramétrique, on a la possibilité également de créer ce que l'on appelle des points de placement. Donc, en fait, j'en ai déjà parlé dans un webinaire il y a un certain temps, mais je vais le réexpliquer ici parce que ça a quand même de l'intérêt. On va avoir, lors de la création d'une cellule, un point d'origine qui est le point d'origine par défaut. Eh bien, depuis l'update 17, on a la possibilité également de créer des points d'accrochage alternatifs, des points de placement alternatifs. Alors, comment est-ce que ça va se passer, pardon. Bien, je vais revenir simplement sur mon trapillon numéro 2 et je vais lui dire ici, bien, le point d'accroche, c'est intéressant en standard en 0,0, ça c'est bien, mais je voudrais bien pouvoir placer aussi mon trapillon par un des angles. Et donc pour ça, on va simplement aller dans Contenu, dans l'onglet Contenu, Utiliser, et je vais simplement aller dire plus. Je vais ajouter un point de placement, je vais l'ajouter ici. On a un petit point rouge qui apparaît, un nouveau point de placement a été créé. Et je vais aller placer mes points de placement aux quatre coins. Voilà. Et je vais revenir à mon fichier précédent. Donc là, j'ai utilisé les flèches qui permettent de revenir, quel que soit le fichier, au groupe de vue précédent ou suivant. Et donc, je vais aller de nouveau placer ma cellule Trapillon 2. Il faut peut-être que je refasse une petite mise à jour ici. Compresser, on va voir si c'est suffisant. Oui, voilà. Donc ici, on a bien maintenant une information supplémentaire, une possibilité de configuration et je vais pouvoir aller placer ma cellule, soit par le défaut, soit par les points de placement que je viens d'aller définir. Et donc ça, il n'y a pas besoin de refaire des cellules. Les cellules telles qu'elles sont déjà définies dans vos librairies peuvent être modifiées pour y ajouter des points de placement supplémentaires. Voilà. Alors, le point de placement ne modifie pas le point d'origine de la cellule. D'accord? C'est juste au moment du placement, on va pouvoir utiliser un placement alternatif au point d'origine. D'accord? Maintenant, si je prends la fonction placer ligne, que je me mets en accrochage origine, mon accrochage origine se fait toujours au 0,0 du modèle. Alors, il y a encore une autre manière de créer une cellule normale, ou presque, c'est d'utiliser la fonction de groupe, d'accord, qui est accessible également par CTRL-G. CTRL-G pour grouper, CTRL-U pour dégrouper, ungroup en anglais. Euh, voilà. Et donc, ça va avoir pour conséquence de créer ce que l'on appelle une cellule qui n'a pas de nom, et on les appelle pour cette raison des cellules orphelines. Alors, ces cellules n'ont pas nécessairement un point d'accrochage bien défini, même si c'est leur point d'accrochage, en fait, c'est le centre de gravité de la cellule, en fait. D'accord? Donc, c'est pas extrêmement précis. Dans des cas très symétriques, ça peut être suffisant, mais quand on a un petit peu n'importe quoi comme cellule, bah, ça ne l'est plus. Euh,
aussi, ce sont des cellules qui ne sont pas dans des librairies, donc elles ne pourront pas être placées ultérieurement en utilisant l'outil placer cellules. D'accord? Maintenant, il est toujours possible de les copier. D'accord? Et donc, on va refaire un petit exemple également ici. Je vais utiliser simplement un cercle, voilà, et je vais aller placer, voilà, ceci, ceci. Et donc, pour créer une cellule orpheline, qu'est-ce qu'on fait? Ceci, et puis groupe ou CTRL-G. Voilà. Et donc maintenant, on se retrouve avec un objet qui regroupe plusieurs éléments, qui n'est pas une vraie cellule, hein. Ici, si on survole, il nous dit que c'est la cellule Trapillon 2. Ici, il nous dit que c'est la cellule, mais elle n'a pas de nom. D'accord? Donc, si on la sélectionne et qu'on va voir ses propriétés, on va bien s'apercevoir effectivement qu'elle est composée de plusieurs éléments et elle n'a pas de nom. Maintenant, vous voyez ici, on a la description de la cellule, c'est grisé, ça se voit peut-être pas très bien à l'écran, donc c'est non modifiable. Le nom de cellule ici, il n'est pas grisé, et là c'est modifiable. Donc je pourrais très bien aller lui mettre un nom. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ben, on a une cellule qui a un nom et qui peut être énumérée, qui peut être retrouvée, listée, par exemple, dans un listing ou dans un tableau, etc. On peut faire une opération comme sur n'importe quelle autre cellule graphique. D'accord? Alors, une possibilité qui existe également dans les cellules aussi bien normales que partagées, avec une petite remarque au niveau des cellules orphelines, ceci dit, au niveau des cellules normales, euh, c'est la possibilité que l'on a de pouvoir les éditer en place. Alors, les éditer en place, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que si on souhaite, je vais changer la couleur de ces objets et je vais les mettre en rouge et je vais donner une petite épaisseur. Voilà, pour qu'on voit mieux ce qui va se passer. Donc en fait, je vais aller sélectionner cette cellule et j'aimerais bien que cette instantiation de la cellule, ben, le graphique, je voudrais bien le modifier. Alors c'est tout à fait possible, hein, puisque rappelez-vous, une cellule graphique, une cellule normale, l'entièreté de la définition graphique de la cellule est recopiée dans le fichier. Donc on a des éléments qui sont indépendants. Donc, c'est assez intéressant. Donc, si je voulais modifier celle-ci, oui, voilà, c'est bien une cellule graphique. Ça, c'est la définition hein, de la cellule. Donc, ce que je vais faire, je vais aller la copier. Donc, je vais aller la placer. Et je vais aller la placer et je voudrais bien, vous voyez, pour l'instant, je place une cellule Trapillon 2. Mais on va utiliser une petite fonctionnalité, c'est appuyer sur Alt et je vais cliquer sur ma cellule ici et automatiquement il va reprendre le nom de la cellule. D'accord? Et donc si je fais ceci avec l'autre cellule, il va prendre Trapillon 2. Et donc Alt-clic, ça marche pour plein de choses. Quand on est dans un texte, on veut placer un texte le même que celui-là, eh bien, Alt-clic sur le texte, voilà, je place un texte, je fais Alt-clic ici, et il reparamètre le texte, et donc on va aller placer un texte qui va avoir exactement les mêmes caractéristiques. Donc c'est assez cool, cette fonction Alt-clic. Donc, bon, je reprends ici, je vais aller placer quelques instances supplémentaires. Je vais lui remettre ça. Les cellules graphiques, effectivement, elles sont placées avec leur graphisme à la base, mais rien n'empêche, a posteriori, d'aller remodifier la symbologie. Et donc, ce que je veux faire, je voudrais bien aller modifier ceci pour que le cercle vienne toucher le carré. D'accord? Alors ici, comme je l'ai dit précédemment, on a 4 cellules et on a 4 carrés, 4 cercles. Donc on peut les éditer sans aucun problème. Donc je vais faire modifier cellule graphique. On va voir que l'ensemble de ce qui ne concerne pas celle que j'ai sélectionnée est passé en grisé. Donc si on les survole, on ne sait plus rien faire là-dessus. Il y a un petit sens interdit dessus. Et je vais prendre ce cercle, je vais l'élargir
On va voir qu'il me laisse toujours une trace de comment c'était auparavant, ce qui me permet de faire un retour en arrière en me réaccrochant dessus. Et donc, maintenant, je vais pouvoir lui dire, bah, j'ai terminé mon intervention sur cette cellule particulière, je vais faire un clic droit et je vais lui dire désactiver édition de cellule. Et donc, ma cellule ici a été modifiée, les autres ne l'ont pas été. Alors, ça, c'est très bien sur des cellules normales, graphiques, uniquement graphiques. Les cellules points ne peuvent pas être éditées, par contre. Il y a quelques petites nuances comme ça. Alors, je pourrais très bien également placer la même chose, mais en activant la case placée en tant que cellule partagée. Alors, je vais les placer ici. Hop, 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 voilà. Et je vais faire exactement la même opération. Donc ici, je vais aller changer l'épaisseur, je vais aller changer la couleur et je vais aller mettre du vert parce que c'est des cellules partagées, c'est juste pour les distinguer. Et donc, je vais ici, sur cette cellule, aller lui dire, je vais modifier la cellule partagée. Mais on se souvient que c'est une modification, pas de la cellule partagée, de la définition de la cellule partagée. D'accord? Et donc, clairement, ici, je vais pouvoir aller modifier ceci. Voilà. Je vais revenir ici et je vais lui dire désactiver édition de cellule. Comme c'est une définition qui est partagée, bien, tout a été modifié. Les 4 éléments ont été modifiés. Alors qu'ici, en cellule normale, il n'a modifié qu'une seule instance. Alors, dernière possibilité également, ici j'avais créé une cellule qui était une cellule orpheline, donc qui n'a pas de nom. Tant qu'elle n'a pas de nom, je peux faire modifier cellule, ça n'aura aucun effet. D'accord? Je ne peux pas rentrer dans la modification de cette cellule. Alors, pour pouvoir y rentrer, eh bien, je vais devoir lui donner un nom, Toto. Je vais cliquer dessus. Et là, je vais pouvoir modifier cellule graphique. Voilà. Et ici, je peux lui dire que je vais modifier ma cellule. Voilà. Désactiver édition de cellule. Et cette cellule a été modifiée maintenant. Donc, cellule orpheline, il faut lui donner un nom pour pouvoir l'éditer. Alors, les cellules partagées, ben voilà, j'en ai déjà parlé. On ne va pas s'étendre là-dessus. Je crois que c'est relativement clair maintenant. Alors, cellules partagées, elles peuvent être partagées, mais on souhaite peut-être ne plus qu'elles soient partagées. Et donc, on va pouvoir effectivement reprendre notre cellule partagée et utiliser la fonction décomposer ici, qui est une décomposition un petit peu particulière parce que ça ne va pas vraiment décomposer les choses. Et là, je vais lui dire que ma cellule partagée, je ne vais pas la décomposer en géométrie, c'est le défaut, on va la décomposer en cellule normale. Donc, quand je vais cliquer ceci, voilà, maintenant, j'ai cette cellule qui est une cellule partagée, puisque je ne l'ai pas cliquée, celle-là. Celle-ci, par contre, est devenue une cellule tout à fait normale. Donc, c'est une cellule qui contient sa propre définition graphique. Donc, si on l'éditait, on pourrait la modifier distinctement de ces 3 autres cellules. Quand on a des cellules partagées également, il est parfois utile ou intéressant de récupérer la définition des cellules partagées pour pouvoir les transformer en bibliothèques. Les bibliothèques sont quand même un endroit qui organise très bien les cellules, donc ça a un réel intérêt. C'est beaucoup plus propre que ce qu'on a avec AutoCAD où on a des blocs qui sont un petit peu éparpillés hein, dans tous les sens. Les bibliothèques structurent un petit peu tout ça. Et donc, on a une commande key-in hein, qu'on va pouvoir introduire au clavier qui s'appelle export cells shared et puis un nom de fichier. Et donc, il va exporter, on va le faire, hein, je vais ouvrir un fichier, j'ai pris dans mon exemple un fichier DWG.
qui est un projet AutoCAD un petit peu mal foutu, mais enfin bon, voilà, peu importe, dans lequel on va retrouver un ensemble de cellules, hein. Donc on va retrouver ceci, c'est une cellule partagée, un shared blocks dans AutoCAD. On va retrouver un WC par exemple, avec un nom à $, je ne sais pas très bien ce que c'est dans AutoCAD, ça a c'est des choses un peu particulières. Ici, un évier, voilà, cellule partagée numéro 2. Voilà. Eh bien, ça, j'aimerais bien extraire de mon plan tous les blocs pour pouvoir les remettre dans une librairie. Donc, ce que je vais utiliser, simplement, je vais utiliser la commande export cell shared dont j'ai parlé dans la zone de key-in, hein, zone de key-in qui peut être affichée ou masquée ici avec cette icône. Euh, donc je vais reprendre cette zone, cette commande, et je vais exporter ça dans un fichier qui va s'appeler blocksAutoCAD.cell. Alors, je ne donne pas de chemin d'accès, hein, j'aurais pu mettre un chemin d'accès avant le nom du fichier. Ici, je n'en mets pas, donc il va le créer au même endroit que le fichier dans lequel je me trouve actuellement, tout simplement. Voilà, et donc quand c'est fait, il me dit que les cellules ont été partagées, les cellules partagées ont été exportées. Alors, qu'est-ce qu'il me restera à faire? C'est simplement, puisqu'il a été me les mettre dans le même répertoire que le fichier dans lequel je me trouvais. Ici, je vais faire simplement ouvrir, et on va voir que là, en l'occurrence, je suis dans un workset. J'aime bien l'organisation workspace, workset, parce que ça permet de bien organiser ces choses. Ici, je vais faire couper. Et ce fichier, je vais aller le mettre dans les standards de mon workset, sales. Alors, ici, il va me dire qu'il existe déjà, hein, donc peu importe. Voilà. Et automatiquement, ben, maintenant, voilà, bloc AutoCAD.cell, eh bien, j'ai un fichier qui fait 420K et qui contient peut-être 200 blocs nouveaux. Et donc, je vais maintenant, si on utilise la fonction, je vais repasser sur un fichier de travail normal, on va dire. Voilà, alors, en termes d'échelle, on va voir ce que ça donne. Euh, Si je prends le fichier ici maintenant qui va s'afficher dans la liste des fichiers, puisqu'il est il est dans un des répertoires qui est mentionné dans la configuration, voilà, bloc AutoCAD.cell. Ici, on va retrouver tous les blocs qui ont été exportés d'AutoCAD, et on va retrouver les OSC, certainement, etc., les voitures qu'on a vues tout à l'heure, tous les éléments, tous les blocs qu'on a vus tout à l'heure. Et donc, je vais pouvoir simplement les utiliser, bracket, voilà, je vais pouvoir les utiliser ici comme objet cellule, tout simplement. Alors, on peut également ajouter de l'information attributaire aux cellules. Ça, c'est aussi un truc assez cool. Euh, J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques d'éléments. Alors, les caractéristiques d'éléments, c'est quoi? Ben, c'est un bloc attributaire. C'est grosso modo l'équivalent de ce qui s'appelle dans AutoCAD les attributs de bloc attributes. Sauf que dans AutoCAD, c'est réservé aux blocs, donc uniquement aux cellules, quoi, en gros. Tandis que dans MicroStation, c'est n'importe quel objet qui peut hériter de ces attributs. Et donc, n'importe quel objet, c'est très vaste. On peut aller jusqu'à dire qu'un attribut va être associé à un modèle. Et donc, c'est même pas un élément graphique, c'est au modèle. On va pouvoir ajouter un bloc attributaire à un fichier. Donc, on peut aller très loin, hein. On peut aller très loin et enrichir en informations attributaires vraiment nos fichiers de dessin. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Simplement, ben, je vais reprendre mon exemple. On va retrouver notre fichier ici, architecture.cell. Je vais reprendre, par exemple, ce trapillon.
en plus d'avoir des points de placement spécifiques, eh bien, je vais aller lui donner des propriétés attributaires. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va passer nécessairement par l'outil Explorer et on va explorer le fichier dans lequel on se trouve, donc le fichier architecture.cell. On va avoir la liste des modèles ici. Dans la liste des modèles, on va retrouver notre modèle Trapillon, Trapillon 2. Je vais faire un clic droit sur Trapillon 2 et je vais lui dire que je vais attacher une caractéristique d'élément. Et là, bon, j'avais déjà fait la manipulation avant, donc par défaut, il me propose celle-ci. Et donc, on va sélectionner notre trapillon ici. Voilà. On va lui donner des propriétés par défaut. Donc, je vais lui dire que par défaut, le couvercle, il est en acier. Par défaut, la profondeur, elle est de 1,8. Voilà. OK, c'est parti. Et donc, j'ai accepté. Donc, ici, on va se retrouver maintenant avec la possibilité, attacher élément, on peut ajouter autant de propriétés attributaires que l'on veut. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que sur un élément, on pourrait très bien ajouter, je ne sais pas moi, sur un moteur, par exemple, on pourrait ajouter ses spécifications techniques, son voltage, sa puissance, etc. Et puis dans un autre bloc attributaire, ajouter des informations qui concernent le fabricant, par exemple. D'accord? Et donc ici, en l'occurrence, je ne vais pas ajouter d'autres informations et je ne vais pas les détacher non plus, celles qui sont déjà présentes. Donc là, j'ai ajouté à ma cellule, à la définition de cellule, j'ai ajouté un bloc attributaire. Et donc du coup, maintenant, quand je vais revenir dans mon fichier de travail, et que je vais lui dire que je vais aller placer, je vais retourner sur mon fichier architecture.cell pour aller sélectionner mon trapillon. Je vais quand même faire ceci, forcer, voilà. Donc on peut le placer par un point particulier, voilà, ok. On va le placer plusieurs fois, tac, 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 voilà. Et si je sélectionne cet élément, eh bien, on va voir que j'ai des informations attributaires maintenant qui sont associées à cette cellule, à ce bloc cellule. Alors, on peut aller les modifier et dire, bah non, celui-là, il a un couvercle en béton, par exemple. Et celui-là, il a une profondeur de un niveau de trapillon qui est à 102 mètres. Voilà. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces caractéristiques attributaires, ces propriétés attributaires qui ont été ajoutées, eh bien, on va pouvoir les exploiter. On va pouvoir les exploiter. Pourquoi? Ben, on va pouvoir les exploiter, comme on l'a déjà vu dans une vidéo précédente également, pour créer des règles d'affichage, dire, bien, écoute, moi, je voudrais bien rethématiser mon plan et faire apparaître en vert tous les trapillons qui ont un couvercle en acier et en rouge ceux qui ont un couvercle en béton. Voilà. Ça, c'est 30 secondes de configuration ici d'un style de vue. Il suffit d'aller créer une règle d'affichage ici dans les styles de vue. Autre utilisation, c'est de pouvoir faire un listage de tout ça. Et donc, on va pouvoir, avec l'outil Analyse, on va créer un rapport et lui dire, bien, écoute, moi ici, je vais aller créer un nouveau rapport que je vais appeler webinaire. Je vais aller lui dire que je vais sélectionner des éléments. Je vais lui dire, ben, je vais sélectionner mes éléments trapillons. Voilà, OK. Ouais. Dans mon listing, j'aimerais bien avoir aussi une autre information, c'est la position XY de mes trapillons. Donc ici, je vais avoir l'information attributaire. Ben, je vais lui dire que je vais sélectionner l'objet associé, qui n'est autre que simplement un élément, et c'est une cellule en plus, mon élément. Donc je vais récupérer le point d'accroche de la cellule. Voilà. Alors, quand ça c'est fait, je vais pouvoir simplement maintenant définir quelle colonne je veux utiliser dans mon listing. Et je vais aller sélectionner
hop, dans la géométrie ici, l'origine, et dans les propriétés du trapillon, je vais aller sélectionner tout simplement. OK. On va pouvoir également lui dire, bah écoute, je vais réordonner un petit peu les choses. Je vais remettre l'origine en premier. Enfin voilà, on peut tout organiser. On peut faire des groupages, des agrégations, des résumés, etc. Enfin, on peut faire plein de choses. Euh, et quand ça c'est fait, je vais également avoir la possibilité d'avoir une prévisualisation, donc un résultat de ce qu'il a été listé. Donc on va retrouver le trapillon à 102 que j'ai été modifié, le couvercle en béton que j'ai été modifié également. D'accord? Et on peut au final, aller placer un tableau qui va nous donner la liste. Ici, j'ai un problème d'échelle, évidemment, mais ce n'est pas très grave, hein, c'est le principe qui compte ici. Et donc, on va avoir ce tableau qui va apparaître. Ce tableau va être lié aux éléments. Donc, quand on va faire une modification ici, je vais lui dire que ça, c'est un couvercle en fonte. Et on a une altitude de 108. Voilà. Alors, la modification n'est pas faite automatiquement, parce qu'on pourrait, dans MicroStation, avoir plein de références. Les sources de données, ce n'est pas nécessairement le fichier dans lequel on se trouve. Il y a 10 utilisateurs qui travaillent en même temps, donc il y aurait des mises à jour incessantes des tableaux. Donc ici, on va aller sélectionner le tableau et lui dire, je vais actualiser le tableau, tout simplement. Voilà, et donc maintenant, on a notre couvercle en fonte et on a nos 108 niveaux de trapillon, 108 ici. Voilà, tout simplement. Donc, c'est extrêmement, extrêmement pratique. Alors, ça, c'est les attributs sur les cellules. Une autre possibilité également, c'est de créer ce que l'on appelle des cellules d'annotation. Alors, créer une cellule d'annotation, c'est quoi? Eh bien, c'est une cellule qui va nous permettre simplement d'aller récupérer de l'information attributaire dans un élément, information attributaire qui peut être de l'information native de l'élément, hein. On peut aller récupérer sa surface, par exemple. D'accord? Ça, j'aurais dû le faire ici, puisque dans l'exemple que j'ai fait, j'ai une liste de lots avec le numéro du lot qui provient de la surface, ainsi que nom du propriétaire, qui est aussi associé à la surface. J'aurais pu également, on peut le faire, hein, on peut faire un petit exemple comme ça. Euh, et donc, on va améliorer ce que j'ai fait précédemment. Je vais simplement aller ouvrir le modèle qui me va bien pour ce genre d'exercice. Alors, ce sera, j'essaye, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Où es-tu, mon ami? Cellule d'annotation. Ben oui, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais aller simplement euh, me créer un texte qui va ressembler à ceci. Donc, je vais aller placer un texte. OK. Je vais réduire un petit peu cette fenêtre-là. J'ai changé ma résolution d'écran. Donc, j'ai un petit peu des soucis. On va l'appeler, je vais la mettre en centré comme ceci. Voilà. On va l'appeler lot numéro. Alors, le numéro, où est-ce que où vais-je aller le chercher? Tout simplement, je vais aller le chercher dans la parcelle. Si on regarde ici cette parcelle, eh bien, elle a une information attributaire, info parcelle, numéro 10, propriétaire, c'est pas attribué. Donc, je vais simplement maintenant reprendre ceci. Voilà. Lot numéro. Quel numéro? Ben, je vais aller avec mon outil insérer champ. Je vais aller sélectionner une propriété d'élément. OK. Et je vais prendre mon élément ici. Alors, qu'est-ce que je vais aller chercher? Je vais aller chercher la propriété attributaire info numéro parcelle, info parcelle, et je vais prendre le numéro. Alors, on va le formater comme il doit être formaté. C'est très bien comme il est là. Voilà. Maintenant, je vais
passer à la ligne suivante et je vais lui dire que je vais aller insérer le propriétaire. Bon, là, je vais simplement aller propriété d'élément, OK. Je sélectionne le même élément et je vais aller lui dire que le propriétaire, bah, c'est celui-là, il est non attribué. Bon, ça me va bien, pas de problème. Et puis, je vais aller mettre S égale, et je vais aller sélectionner une propriété d'élément, du même élément toujours. Voilà. Et là, ben, je ne vais pas aller sélectionner une propriété attributaire. Enfin, pas une propriété attributaire personnelle. Je vais utiliser une propriété attributaire générale, c'est-à-dire comme on a une forme plane, eh bien, on a dans la géométrie la propriété qui est la superficie, la surface. Alors ici, c'est des carèmes, donc c'est une dénomination un petit peu trop américaine à mon goût, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller supprimer le décorateur d'unité. On va virer tout ça. Non, on va pas le virer, on va dire qu'on ne va pas mettre de libellé. Voilà. Donc on va avoir 412,50. On pourrait très bien lui dire que la précision, on va la mettre à 2 décimales, ça suffira bien. Et puis on va mettre un suffixe qui sera m carré. Ça, ce sera plus joli et plus raisonnable. On va peut-être même mettre un espace devant. Voilà, comme ça c'est bien. Et donc je vais faire OK. Et je vais avoir la superficie de mon lot ici. Alors, on va sélectionner ça, on va mettre 0,6 par exemple, 0,6, voilà. On va, le propriétaire, on va le mettre en italique. Le lot, on va le mettre en gras. On va mettre un peu plus grand, voilà. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est très bien. Donc, je vais aller le mettre ici, peu importe. En fait, ça, c'est un élément un élément texte qui va me servir à créer une nouvelle cellule, une cellule euh, d'annotation. Et donc, ce que je vais faire, je vais prendre ceci. Bon, je pourrais encore le modifier, pour aller changer la couleur, etc. Enfin, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais ici, ce que je vais faire, je vais créer une cellule. Donc, même principe que ce qu'on a fait auparavant. On va aller placer une origine. Bon, je vais aller placer mon origine ici, librement. Je vais aller sélectionner mon élément. On va retourner dans notre outil annoter, placer cellule active. Voilà. Je peux la mettre ici dans ce fichier. Peut-être que j'ai d'autres fichiers qui conviendraient mieux. Voilà, enfin, peu importe, je vais la laisser ici. Ici, je vais aller créer cette cellule. On va l'appeler annotation lot. Graphique, créer, OK. Voilà. Ben, c'est fait. Donc, ceci, je n'en ai plus besoin. C'était simplement pour servir de base à ma création. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais aller sélectionner l'outil placer libellé. On va aller placer un libellé ici libre. On va aller rechercher ici, on va à Home, Anneau, on va retrouver Anolo, hein, que je viens de créer. Je pense que je n'ai pas besoin de faire grand-chose de plus. Ce que je vais faire ceci, c'est... je vais me mettre en mode centre ici. Voilà. Je sélectionne mon contour ici et je vais avoir mon numéro de lot qui va apparaître ici. Ici, je vais faire la même chose. Euh, ah, euh, je ne le fais pas bien. On va le faire mieux. Placer libellé. OK.
Qui pense. Voilà. Que je ne raconte pas de bêtises. Ici. Est-ce que ça ne se met pas à jour? Ah oui. On va ça plutôt. Voilà. Numéro 9. Hop. Je vais prendre ceci, numéro 10, numéro 8, etc. Numéro 7. Je vais le faire un peu proprement. Donc, je vais me remettre en mode accrochage centre. J'étais un peu perdu. Je vais pas cocher ici, en fait, ce truc qui nous permet d'activer l'association avec les éléments. Et donc ici, je vais faire ça et j'aurais dû centrer en fait ma cellule et donc je vais créer ici pour chaque lot automatiquement au milieu le numéro avec sa superficie. Donc, c'est assez facile. Alors, bon, bien sûr, ici, c'est quelque chose d'assez simpliste que j'ai fait. Je pourrais très bien également lui dire que je vais dénommer ou documenter les bornes qui ont été placées au coin de parcelle. Et donc, pour ça, j'ai déjà créé une cellule précédemment qui s'appelle info borne, je crois. Euh, info borne. OK. Et donc ici, je vais pouvoir sélectionner ma borne et aller placer une petite box comme ça qui va documenter euh, les bornes que j'ai placées ou que je vais placer avec le numéro, les coordonnées, etc. Est-ce que c'est une borne en pierre? Est-ce que c'est une borne en machin? Et donc, automatiquement aussi, quand on va aller modifier cette information, soit en prenant l'objet documenté et en lui disant, bien ici, ouais, je crois que je ne l'ai pas fait, je crois que je me suis trompé, je vais mettre piqué ici. Voilà, bah, automatiquement, ma case enfin, mon texte a été adapté. Ce que je peux faire également, c'est l'inverse, c'est lui dire, je vais double-cliquer ici ma, ma, mon attribut. Non, ici, je crois que j'ai oublié de faire une petite chose et donc on ne sait pas le faire. Voilà, donc normalement on peut double-cliquer également l'information pour pouvoir éditer. Donc c'est bidirectionnel en fait. Voilà, donc pour les annotations, ce qu'il y a à dire à minima. Respect de l'échelle d'annotation. Alors ça, c'est le même terme annotation, mais ce sont deux choses complètement différentes. L'échelle d'annotation, en fait, c'est un système qui, dans MicroStation, permet d'avoir des éléments qui vont varier en taille en fonction d'une échelle d'annotation. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir définir des objets en taille papier, en millimètres papier, et puis de les adapter en fonction de la valeur du dénominateur de l'échelle. Donc, quand on va placer un élément à l'échelle 1,1, on sait qu'on va sortir un plan au 2 centièmes, par exemple, eh bien, on va avoir notre petite croix qui représente un point, par exemple, qui fait 1 millimètre de côté. Eh bien, sur le terrain, pour que ça fasse 1 millimètre au 2 centièmes sur le papier, bien, il faut qu'elle soit 200 fois plus grande. Donc, plutôt que d'avoir un petit dessin qui va faire 1 millimètre de côté, il fera 200 millimètres de côté. D'accord? Et donc, quand on va le sortir au 2 centièmes, 200 divisé par 200, ça fait 1, eh bien, on retombe sur nos pattes. Donc, le principe ici, j'ai aussi un autre petit exemple qui a déjà été un peu traité. Peut-être que des gens que je connais depuis très longtemps vont reconnaître ce que je vais montrer. Euh, et donc, je vais prendre ceci, slide 22. OK.
où ici on a effectivement des petites croix qui ont été placées. C'est un piquet de points, hein, donc sur un site qui a été relevé il y a bien longtemps au théodolite. Euh, et donc ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est utiliser ces petites croix qui ont été définies dans une librairie de cellules en millimètres papier. Bon, en tant euh, que cellule, il n'y a pas grand-chose comme différence, sauf que si on regarde cette cellule, elle s'appelle X, il faut que je retrouve d'où elle provient. Rien à voir avec Twitter, l'évolution de Twitter, je ne suis pas un fan. Euh, donc, je vais prendre ceci. On va regarder, non, ici. Voilà. Je vais aller modifier cette cellule, enfin l'ouvrir pour la visualiser du moins. Donc, cette cellule a été définie avec une taille en millimètres. Je crois que c'est 1 millimètre de côté. Euh, alors, elle a une propriété particulière parce que j'ai été lui dire que dans cette cellule, j'ai été lui donner une information particulière en lui disant que je vais propager l'échelle d'annotation. Alors, au moment de la définition du modèle, ici, on a euh, une petite case à cocher comme cellule d'annotation. Et donc, ce comme cellule d'annotation permet ce qu'on va voir maintenant, d'avoir ces cellules qui ont été placées et qui vont réagir ou non, hein, ça pourrait ne pas avoir été placé comme ça, lors du placement de la cellule. Je reprends ceci d'abord. Lors du placement de la cellule, on a activé cette case échelle d'annotation. D'accord? Alors, l'échelle d'annotation, elle va fonctionner en collaboration avec cette échelle qui est ici. Hein, donc, on a le même verrou ici, en gros. Hein. Et ici, l'échelle d'annotation, si je la fais varier, on va avoir des croix qui auront une taille différente. Donc, plus on va augmenter, enfin, diminuer l'échelle, donc on passe au 5 millième, plus on va avoir des croix qui sont grandes, puisqu'on va les diviser par plus, en fait. Donc, ici, 10 000, on va avoir des grandes croix, et puis si on descend à 500, on aura des croix toutes petites. Voilà. Mais si on sort ce plan-là au 500e, ou si on sort ce plan-là au millième, au 10 millième, eh bien, sur le papier, on aura exactement la même taille de croix. Ce sont les échelles d'annotation, ça fonctionne également pour les textes, ça fonctionne pour les cotations, ça fonctionne pour les hachurages, etc. Donc l'échelle d'annotation, c'est quelque chose d'assez intéressant. Voilà. On peut, pour terminer, placer des cellules de types divers et variés. Donc, les cellules, elles peuvent être dans des fichiers .cell, dans des fichiers .dgnlib. Dgnlib, c'est un fichier DGN aussi, donc il n'y a pas de problème. Un fichier DGN, un fichier DWG, un fichier 3MX ou 3SM, ce sont les fichiers de modélisation photogrammétrique qui sont réalisés par iTwin Capture Modeler, qui est le nouveau nom de Context Capture. On va également pouvoir utiliser des objets RFA, des fichiers SketchUp. On va pouvoir utiliser des tas de fichiers différents pour, en tant que source pour des cellules. D'accord? Il y a aussi quelques librairies qui sont définies par défaut. Elles sont dans un endroit qui est inaccessible en modification pour les utilisateurs. Donc cet endroit, c'est celui-ci. Je vous le livre ici. Il y a quelques bibliothèques qui sont plus ou moins intéressantes. La plus intéressante, selon moi, c'est Areapat qui permet de faire du tramage un petit peu standardisé, on va dire. Il y a des standards ISO dedans, etc. Donc ça peut être utile de savoir que ces bibliothèques se trouvent là, ces cellules se trouvent là-bas. Voilà, bien, je vais en terminer pour aujourd'hui ici.
Donc, ben voilà, par rapport à la dernière fois, il n'y a pas eu trop de couacs, donc c'est bien. Euh, Malgré que je suis dans un hôtel et que ma connexion Internet n'est pas géniale, mais ça a l'air de s'être bien passé. Donc, voilà, il me reste à vous remercier et puis je suis maintenant à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Oui, Philippe, Benoît à l'appareil. Ah, Au niveau des cellules, donc tu as l'origine et puis les points associés. oui, Est-ce que le point tu de sais placement, oui. utiliser, tu me vois venir avec la question, est-ce que tu sais utiliser les points associés pour dimensionner la cellule? Soit deux, Non, soit trois? Non, non. c'est simplement une origine décalée. Voilà, c'est ça. C'est juste un décalage au niveau de l'origine lors du placement. Ouais, ok. Ouais. L'autre question, c'est dans les librairies de cellules anciennes, des versions précédentes. Bon, je les ai importées dans la version Connect, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a moyen d'aller, parce que je pense pas que dans la version, dans la V8, il y avait la possibilité de dimensionner les cellules en fonction de l'échelle. Je pense pas. En Si, tout cas, mais je l'ai jamais utilisé, mais bon, il fallait le il y a moyen de savoir. transformer ces, il y a moyen de transformer ces librairies de cellules pour activer Ah oui, oui, il suffit d'aller cocher que c'est une échelle, que c'est une cellule d'annotation, voilà, tout C'est ça, simplement. ok, Ouais. d'accord, ça va, merci. Mais il faut faire attention alors lors du placement, c'est que ça va réagir avec donc il faut bien faire attention si tu la places, enfin si tu places cette cellule comme tu le faisais avant, bah, il faut bien garder à l'esprit que c'est vraiment une cellule qui va varier en fonction de l'échelle. Alors à ce moment-là, pour Oui, autant que le verrou échelle d'annotation soit coché. oui, il faut peut-être refaire, remettre la cellule à dimension. Voilà, c'est ça, oui, tout à Oui. fait. Parce qu'en fait, Bah, moi, le mieux, ce que j'avais oui, fait au départ, je les avais toutes mis à 1 mètre, 1 mètre sur 1 mètre, et puis elles étaient réduites en fonction c'est de ça. l'échelle de sortie à partir de Oui, 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 l'iscable. oui, oui, Ouais, oui, ouais. oui, c'est ça. Ok, ça va, Voilà. merci. Bonjour, Philippe. Allô? Philippe, je ne sais pas si tu entends, mais on ne t'entend plus. Ah donc c'est pas moi qui ai le problème. D'accord. Allô? C'est le micro coupé, Philippe, on vous entend pas. Voilà.
Ah voilà, c'est bon. Je suis désolé, je viens d'avoir une panne de courant dans mon hôtel. Ah mince. Ah, Donc d'accord. c'est pour ça que j'ai disparu et puis que voilà. Et visiblement le Wi-Fi de l'hôtel ne fonctionne plus, donc j'ai dû passer sur mon téléphone. Donc je disais tout à l'heure que c'était chouette parce que je n'avais pas eu de problème cette fois-ci avec ma connexion Internet. Ben si, il a fallu que je le dise pour que ça arrive. Voilà. Bon, il y a eu, Ok, tu as une question, Pierre? oui, il y avait quelques questions qui ont été posées à l'écrit aussi, c'est pour ça. J'en avais posé une pendant la présentation, D'accord. pendant que tu modifiais les cellules graphiques. Je voulais savoir Oui. si l'option modifier la cellule graphique, c'est uniquement sur MicroStation 2023 ou parce que je ne l'avais pas moi sur mon fichier. C'est uniquement sur MicroStation à partir de l'update 17. D'accord, ok, ouais. Donc je suis encore à la Donc 16 moi. voilà, ben, voilà, c'est pour Voilà, ça. donc je sais. Merci. Oui, voilà. Et puis il y a d'autres questions, je regarde euh, modifier, voilà, ça c'est ta question. Et- ok, il y a quelqu'un qui veut revenir. Participants, ok. Ok, bon voilà. Je ne sais pas, il y a d'autres questions? Il y a une question sur Oui. pour revoir la ligne de commande, pour copier toutes les cellules dans la même bibliothèque. Mais je pense que de toute façon, c'est une vidéo qui sera rediffusée, il me semble, C'est une vidéo qui sera mise en ligne, mise en ligne. Ouais. oui, qui va être mise en ligne. Il y a que les dernières choses ici où je n'ai pas réactivé l'enregistrement, mais jusqu'à ma coupure de courant, tout ça sera publié. Le temps de remettre un peu en forme la vidéo et voilà. Donc demain, ce sera en ligne. Merci beaucoup. Voilà, voilà. D'autres questions? Allô, allô? Merci. Ben voilà, je crois que on a fait le tour de la question. Si vous avez des questions, de toute façon, je reste disponible via email. Donc, vous pouvez m'envoyer des emails, il n'y a aucun souci. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir. Au revoir.